Bien, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle David Destock et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouveau webinaire d'Oasis Mobilisation, consacré cette fois-ci au thème de la consolidation et de l'optimisation du télétravail dans nos entreprises et organisations. Alors, je suis accompagné pour ce webinaire qui durera à peu près 45 minutes, 1 heure, avec deux de mes collègues au sein du groupe Oasis qui vont se présenter. Donc, je vais laisser la parole en quelques secondes à Eric Lhomme et à Thierry Alaès et je reprendrai les éléments d'ici quelques secondes. Bonjour, Eric Lhomme, en charge de l'activité stratégie RH au sein de Oasis Mobilisation. Bonjour à tous, soyez bienvenus. Je suis donc Thierry Alès, je suis directeur de projet chez Oasis Mobilisation et je suis l'expert de la formation des managers. Bien, merci Eric et Thierry. Alors, je ferai appel à vous d'ici quelques minutes, mais avant, peut-être partageons tous ensemble, pour les personnes présentes à ce webinaire, quelques petites consignes, quelques ingrédients pour faciliter à la fois la présentation et nos échanges à venir. Donc, vous avez normalement toutes et tous accès à un onglet qui s'appelle Chat, dans lequel vous aurez l'occasion, tout au long de cette présentation, de nous adresser quelques éléments de questionnement ainsi que des réactions à certaines questions que nous serons amenés à vous poser. Nous mettrons aussi en place tout à l'heure un onglet sondage, puisque nous vous interrogerons sur quelques éléments aussi de notre dispositif sur le télétravail. Et bien évidemment, tout au long de nos échanges, j'interviendrai pour faciliter à la fois vos réactions et transmettre vos questions à nos deux intervenants, Eric Lhomme et Thierry Alaès. Peut-être, avant de commencer, petit tour, non pas de table, mais de micro pour les uns et les autres. Nous sommes normalement une cinquantaine d'inscrits. J'aimerais savoir si vous pouvez, sur la partie chat, que vous nous précisiez si vous êtes, au moment où nous sommes présents au webinaire, en télétravail en mettant la lettre T ou en présentiel sur site en mettant la lettre P. Alors, pour ma part, je vais vous avouer, je suis en télétravail. Donc, peut-être en quelques secondes pour se présenter, quels sont celles et ceux qui sont en télétravail, lettre T, ou présentiel, lettre P. Alors, on a une majorité qui se dégage. Vous m'entendez? Voilà, donc une majorité de personnes qui sont en télétravail. Je vous propose peut-être de commencer maintenant pour partager ce webinaire. Alors, quelques éléments peut-être de contexte pour parler du télétravail. Pourquoi souhaitons-nous partager ces éléments en 3/4 d'heure? Pour 4 raisons essentielles, on y reviendra tout à l'heure. La première, c'est quand on parle du télétravail aujourd'hui en termes de repères, on se rend compte que nous avons aujourd'hui à peu près donc 7% des salariés qui étaient en télétravail avant la crise et 25% des salariés qui étaient en télétravail, bien évidemment, pendant la crise sanitaire. Donc ça, c'est un élément important à garder en tête pour la présentation à venir. Il y a aussi peut-être un élément clé qu'on aimerait vous partager, c'est que finalement, quand on parle de télétravailleurs en France, cela ne concerne que 8,5 millions de salariés, d'employés, sur un bassin de 27 millions, bien évidemment, qui ont cet emploi compatible avec le télétravail. Donc 8,5 millions, ça veut dire que 19 millions de personnes ne peuvent pas être éligibles à ce type de dispositif parce qu'ils sont agriculteurs, parce qu'ils travaillent dans l'alimentaire, dans la logistique ou sur site. Peut-être un troisième point aussi qui ressort de nos sondages, mais aussi des sondages d'Odoxa ou du ministère du Travail, de la DARES. Il faut retenir qu'à peu près en ce moment, 2/3 des télétravailleurs qui s'expriment sur ce sujet souhaitent continuer à travailler à distance. Donc, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a des éléments efficients dans ce mode d'organisation du travail. Mais peut-être un quatrième point qu'on souhaitait vous partager, c'est que dans les derniers sondages, à la fois ceux que nous avons pu mener, mais aussi les sondages de nos confrères, 50% à 53% des télétravailleurs veulent plus d'encadrement, de règles et de modalités de fonctionnement de ce télétravail. Donc, c'est un petit peu tout l'objet de cet échange qu'on souhaitait faire avec vous pour aborder l'idée que le dispositif du télétravail doit être revu à l'aune de ces différents éléments de sondage. Abordé en termes de réorganisation, vous verrez, d'une part d'un point de vue opérationnel, mais abordé aussi sous un angle peut-être humain et managérial. Peut-être avant de commencer, si vous pouvez, j'aimerais vous poser une question à toutes et à tous, à savoir, dans vos propres organisations et entreprises aujourd'hui, quel est à ce stade le niveau de préparation
de votre entreprise pour pérenniser justement et encadrer ce télétravail dans les mois à venir? Même si l'expérience, on l'a vu, est majoritairement positive, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, les uns et les autres, dans la partie chat, nous préciser ce niveau de préparation? Et normalement, vous avez une partie sondage qui doit apparaître. Si je ne me trompe, si vous regardez sur la partie sondage, vous avez accès, d'ici quelques secondes. Alors, soit vous répondez dans la partie chat, soit vous répondez dans la partie sondage qui doit apparaître normalement. Alors, je ne sais pas si vous avez accès au sondage. Alors, je vais essayer de vous le mettre en place. Alors, dans ce cas-là, répondez peut-être sur la partie de chat parce que je n'ai pas accès à vos réponses. Donc, je vois des premières réponses à cette question. Certains ou certaines nous disent que la préparation est en cours afin d'encadrer la pratique. Donc, je vois qu'on a effectivement des premières réponses. Pour ma part, je n'ai pas accès aux résultats du sondage. Donc, certains nous disent aussi qu'ils ont un accord de télétravail qui est signé avec une charte de bonne pratique qui est diffusée, donc niveau de maturité élevé de ce point de vue. Des outils qui sont disponibles pour certains répondants avec de nouvelles pratiques, mais qui ne sont pas encore clairement définies. Donc, effectivement, on voit que pour les participants au webinaire, on a un niveau finalement d'organisation et de préparation qui va de tout à fait préparé, organisé à en cours d'amélioration. D'ailleurs, encore une réponse, projet d'amélioration des outils. Et on voit que certains nous disent que c'est en cours, qu'il y a en plus des formations de e-coaching qui sont mises en œuvre au sein de leurs propres entités. Donc, on voit qu'on est à mi-chemin finalement entre les deux. Et effectivement, si on regarde la diapo suivante, on se rend compte dans la plupart de nos éléments que le télétravail, aujourd'hui, quand on en parle effectivement en termes de repères, on est sur une activité professionnelle qui est effectuée tout ou partie à distance du lieu où le résultat du travail est attendu, avec l'utilisation de ces nouvelles technologies. Donc, on voit qu'il s'oppose finalement au télétravail sur site, à savoir le travail effectué dans les locaux de notre employeur ou de son employeur. Mais peut-être si on zoome maintenant sur des éléments de vocabulaire, avant de continuer, on aimerait peut-être vous partager 4 définitions du télétravail. Surtout ne pas confondre finalement le télétravail en alternance, qui est celui dont on a parlé beaucoup pendant la crise sanitaire, mais qui était quasiment du télétravail total, où là on est effectivement dans un travail souvent à domicile, mais avec un bureau dans l'entreprise. Donc on voit que là on a ce télétravail qui sera à mettre en place pour les mois à venir. On a aussi le télétravail total, ce que certains appellent le full remote, où on est dans une présence épisodique au sein de l'entreprise, mais avec un travail à domicile majoritaire. On a aussi, et on voit apparaître de plus en plus ce travail en bureau satellite, dans des espaces de coworking, qui permettent effectivement de faciliter les déplacements entre des lieux assez éloignés du domicile. Et puis, un quatrième dispositif qui n'est pas à confondre avec le télétravail, qui est le travail nomade, qui concerne des métiers de type commerciaux, des personnes en maintenance ou en service après-vente, voire des formateurs ou accompagnateurs comme nous, qui nous déplaçons chez nos clientèles de façon régulière. Mais si on devait retenir finalement en termes de repères et en résumé 2 éléments importants à retenir dans le télétravail d'aujourd'hui et de demain, c'est que ça nécessite et ça nécessitera une compatibilité des activités, des tâches, avec une forte autonomie attendue du télétravailleur. Et puis en parallèle, ça nécessite d'avoir effectivement des activités qui sont simples, qui posent la simplicité, le côté délocalisable ou duplicable de ce télétravail. Donc on voit que déjà en termes de repères, il va falloir que chaque entreprise, y compris les managers, fasse la nuance entre ces 4 éléments de télétravail. Maintenant, si on regarde aussi dans les derniers sondages que nous avons pu nous mener, ou dans les entrevues que nous avons en ce moment dans les entreprises que nous accompagnons, on voit que quand on leur pose la question aux entreprises sur quels sont les bénéfices, les motivations ou les éléments d'enjeu pour les entreprises et les salariés, finalement se dégagent pour les salariés des éléments assez positifs sur l'exercice du travail. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de la diapositive que vous avez sous les yeux, qui vous sera transmise après le webinaire, mais on voit émerger la volonté de garder cet exercice de télétravail parce que ça génère l'autonomie,
ça permet d'être plus efficace, sans doute plus concentré. On voit aussi que dans l'équilibre de vie exprimé par les télétravailleurs et les salariés, c'est une optimisation du temps de trajet, c'est aussi bien évidemment une forme de liberté et de confiance retrouvée. Et en parallèle, côté entreprise, côté dirigeant, on voit quand même aussi que pour l'entreprise, c'est l'occasion assez unique, majoritairement, de développer l'autonomie, de développer la productivité, la compétitivité, de faire baisser le turnover, bien évidemment, et puis, bien évidemment, d'optimiser les coûts d'une certaine façon. Mais en résumé, quand on interroge nos clientèles, que ce soit des entreprises ou des salariés, 80% des entreprises et des salariés qui nous répondent mettent en avant effectivement l'augmentation de l'efficacité, le développement de cette autonomie, de cette confiance dans l'exercice de leur travail, et puis l'amélioration de l'équilibre qualité de vie au travail. Donc, à partir de ces éléments, on voit que les résultats sont assez positifs. Mais quand même, si vous permettez, pondérons ce jugement positif par des points de vigilance, par des limites qui nous sont exprimées, surtout en ce moment. 3 éléments de vigilance qui sont à retenir en termes de limites, c'est que déjà pour les salariés, le temps personnel et le temps professionnel peut se confondre dans leur exercice quotidien. C'est aussi pour les salariés une limite dans cette frontière avec une forme d'addiction à la connexion qui peut exister. On voit aussi apparaître, et les sondages nous l'ont prouvé récemment, que les risques psychosociaux sont présents, puisqu'on peut avoir un risque d'isolement, un risque de perte du lien, de non-déconnexion, et on voit que les risques pour la santé psychique sont non négligeables, y compris d'ailleurs des risques d'ergonomie dans le cadre du télétravail. Pour les entreprises, on voit effectivement aussi des éléments de limite, notamment le management à distance, qui n'est pas forcément au rendez-vous, d'après ce que nous disent nos répondants, toujours ces risques psychosociaux, la dimension bien évidemment informatique, qui peut être une contrainte en termes de sécurité, de mise en œuvre des outils. Et puis, il y a une forme parfois de coût pour le télétravail que nous expriment certains de nos clients, notamment la mise en place de ces équipements, la mise en place de ces formations. Et puis, troisième point de vigilance qu'on voudrait vous partager pour commencer, c'est aussi cette contrainte ou cette limite ou ce point de vigilance sur l'organisation. L'espace physique, le temps dédié notamment à son domicile, qui n'est pas évident. Il faut savoir que seuls 2/3 des répondants aux études nous disent qu'ils ont un espace sanctuarisé à leur domicile. Donc, que faire du tiers restant? Et puis, dernier point, l'équilibre en termes de jours présentiels et de jours distanciels. On voit que dans les sondages, la plupart estiment que l'équilibre se trouve entre 2 et 3 jours maximum par semaine. On y reviendra tout à l'heure, mais on voit qu'il y a quand même des points de vigilance importants. Pour terminer cette introduction un peu longue, j'en conviens, on remarque aussi peut-être qu'on aimerait vous partager en tout cas 3 convictions, 3 éléments importants. Si on parle de télétravail, cette mise en place d'un dispositif, finalement, n'est pas une affaire uniquement de technique digitale, d'informatique, c'est aussi un projet global, vous voyez, à la fois économique, on en a parlé tout à l'heure pour les entreprises, c'est un projet global aussi d'un point de vue social, pour les IRP, pour les salariés, c'est aussi un projet organisationnel à mettre en place, et puis surtout un sujet lié au management et aux ressources humaines. Deuxième élément de conviction, c'est si on parle de mise en place de ce télétravail pour les mois et les années qui viennent, il va falloir revisiter de façon plus équilibrée cet équilibre entre les jours télétravaillés et les jours en présentiel. C'est aussi l'occasion de revoir les systèmes de délégation et de contrôle dans les entreprises, peut-être l'occasion d'animer différemment le collectif et chaque personne de façon individuelle, et puis ce fameux équilibre vie privée, vie professionnelle. Puis, troisième dimension en matière de conviction, qui va nourrir notre présentation à venir, c'est ce sujet de l'accompagnement et de la conduite au changement. Et pas uniquement la communication, mais bien évidemment revisiter les postures, les compétences de demain. On en parlera tout à l'heure avec Eric Lhomme et Thierry Allaès, les nouvelles règles du jeu aussi dans le fonctionnement de l'entreprise, les nouvelles compétences, je viens d'en parler, et puis le sujet des formations. Donc, on voit que en termes de repères, le télétravail se développe, les éléments sont positifs, il y a des points de vigilance opérationnels, organisationnels et humains. C'est finalement tout l'intérêt de vous présenter les premiers retours d'expérience que nous avons aujourd'hui pour aborder ces différentes dimensions. Peut-être avant de commencer et de donner la parole à Eric et à Thierry, une autre question que j'aimerais vous poser, de votre point de vue en tant que participant à ce webinaire, qu'est-ce qui vous préoccupe aujourd'hui, vous, en tant que soit manager, soit dirigeant, soit télétravailleur, qu'est-ce qui vous préoccupe dans la mise en place d'un dispositif de télétravail durable, pérenne et efficace?
Donc, je vous invite peut-être à y répondre dans le chat. Donc, je vois qu'on a quelques remarques sur la vigilance, sur la cohésion des équipes. On y reviendra effectivement tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui vous préoccupe en un mot, en une phrase, pour que nos intervenants puissent aussi y répondre tout à l'heure? Donc, quelles sont vraiment les questions fondamentales qui apparaissent aujourd'hui selon vous? Je laisse quelques secondes. Et on verra que ces questions de préoccupation, elles sont très nombreuses aujourd'hui et on vous en donnera quelques illustrations d'ici quelques secondes. Donc, Audrey est en train de nous proposer un élément de préoccupation. Donc, une préoccupation, effectivement, qui semble apparaître, c'est le sentiment d'appartenance. Comment créer un sens commun, une appartenance collective dans un management distanciel? Donc, Thierry, c'est une question pour toi tout à l'heure. Isabelle nous propose aussi une préoccupation qui est comment s'assurer que les salariés qui ne supportent pas une charge de travail trop importante, sans oser le dire, puissent effectivement l'exprimer et puis comment maintenir la cohésion d'équipe. Donc, on y reviendra sur l'équilibre tout à l'heure sur la charge de travail et cette fois-ci avec Eric. Et on voit effectivement peut-être si on fait apparaître les questions qui apparaissent, donc que ce soit alors oui, question, préoccupation, que ce soit juste un variable d'ajustement financier, donc préoccupation, comment éviter que ce ne soit pas que financier, mais une vraie réflexion sur l'organisation et le management, c'est un point très important dont on abordera des éléments de réponse tout à l'heure. Comment assurer sa visibilité en interne? Et là, vous voyez à l'écran, on vous a mis finalement les questions récurrentes qui nous sont posées par nos clients aujourd'hui. Donc, ce sont vraiment des questions qui datent de 15 jours, un mois. Comment, effectivement, tous les emplois dans mon entreprise peuvent être éligibles à la pratique? Comment viser, effectivement, aussi un télétravail, comment viser un équilibre entre le télétravail total et le télétravail équilibré? Comment aussi assurer des accords négociés de façon équilibrée avec les partenaires sociaux? Comment travailler aussi sur les outils informatiques? On en parlera tout à l'heure en détail. Et puis quand même, 2 points importants. C'est finalement, ça a été dit dans vos préoccupations, comment former les managers et les collaborateurs à ces nouvelles postures, ces compétences, ces outils numériques et puis ces nouvelles règles également. Et prévenir enfin les risques psychosociaux, ça c'est souvent une préoccupation qui nous est partagée et on aimerait vous en parler aussi. Je vois une autre préoccupation, c'est comment faire adhérer tous les managers au dispositif. Donc ça, c'est une question qu'on abordera avec Eric et Thierry. Et puis enfin, une autre préoccupation que vous avez, c'est comment encadrer ce nombre de jours hebdomadaires de télétravail pour ne pas impacter à la fois la vie en entreprise, maintenir l'engagement, la cohésion et le sens profond de ce travail, effectivement. Donc, on voit qu'on a quand même des questions récurrentes et importantes. Alors, pour y répondre, dans les 3 quarts d'heure qui nous restent, on vous propose 3 phases de présentation avec vos interactions. Une première phase qui sera proposée par Eric sur comment mettre en place un état des lieux de ce qui a fonctionné et comment mener une étude de faisabilité sur cette mise en place du télétravail, que ce soit d'un point de vue organisationnel, opérationnel, juridique ou managérial. Ensuite, dans un deuxième temps, on aimerait traiter avec vous les sujets de l'ingénierie. Comment mettre en œuvre une ingénierie adaptée et avoir un dispositif pérenne. Et à nouveau, Eric nous en parlera avec des sujets d'équilibre de nombre de jours télétravaillés versus présentiel. Et puis, la troisième dimension qui est la plus importante, bien évidemment, c'est comment maintenir et développer les compétences de nos managers et des collaborateurs, comment assurer cet accompagnement au changement. Alors, trêve de bavardage de mon côté, donc je passe le relais pour commencer à toi, Eric. Donc, Eric, tu vois, on a déjà pas mal de questions qui apparaissent sur le chat. Tu pourras y répondre au fur et à mesure, mais finalement, sur l'étude de faisabilité, pour commencer, quels sont les objectifs que tu nous proposes à atteindre et comment rapidement et succinctement nous les illustrer? Oui, alors que l'on soit novice ou déjà expérimenté en la matière et qu'on veuille, on va dire, généraliser ou étendre la pratique du télétravail suite à cette expérimentation géante qu'on a tous vécue et qu'on vit encore, vu le chat du début du webinaire, cette première étape, elle a pour but en fait de cadrer le dispositif, de bien définir son cahier des charges, que ce soit au niveau de son périmètre, du rapport entre le temps présentiel et le temps télétravaillé que tu évoquais, David, tout à l'heure, en termes aussi du choix du mode d'organisation de cette pratique. On est dans une pratique encadrée par la loi, mais qui peut prendre différentes modalités. Donc là, il y a des choix à faire, des options à prendre. Il y a toute la question aussi des questions matérielles à redéfinir pour que le télétravailleur soit à l'aise dans cette situation. Et puis,
toutes les activités qu'on évoquait et que Thierry pourra développer davantage d'accompagnement du changement. Donc cette phase-là, elle est essentielle de prendre un moment de recul pour pouvoir justement passer d'approches qui étaient plutôt individuelles avant la phase Covid à des approches maintenant qui sont plutôt collectives et généralisées de télétravail en post-déconfinement, on pourrait appeler ça comme ça, dans ce qui est en train de se passer dans les entreprises. Pour cela, nous, on vous conseille 4 analyses successives. La première, on en a un petit peu parlé au début, c'est la question du métier. Tous les métiers ne sont pas forcément éligibles au télétravail. Il faut les identifier parce qu'à la fois, ça permet de stabiliser le périmètre de la pratique et puis également de voir, si on en a beaucoup, quel type de modalités ou de formules de télétravail on va proposer. Dans certains métiers, on sera peut-être dans du 3 jours semaine, dans d'autres, on sera que dans 1 journée semaine parce que les contraintes organisationnelles, les nécessités de l'activité feront qu'il faut choisir telle ou telle formule. Ça, c'est le premier point. Le deuxième question, c'est que télétravailler, ça peut être simplement travailler à distance en ne changeant rien, mais ça peut être aussi faire évoluer des process, modifier des systèmes de décision ou de délégation pour que le télétravailleur puisse avoir une réelle autonomie, un réel fonctionnement à distance. Donc, il y a peut-être des modifications, que ce soit techniques ou organisationnelles, parfois à apporter. C'est aussi regarder les questions de sécurité informatique ou de système informatique. On a vu, par exemple, au début du confinement, que dans certaines entreprises, il n'y avait pas assez de portables, tout simplement. Il a fallu, alors ça fait de l'anecdote et ça fait de la motivation, mais il a fallu déstructurer des postes fixes pour les emmener chez les gens, par exemple. Donc, il y a toutes ces questions à bien regarder pour assurer une durabilité à l'affaire. Et puis, il y a deux autres sujets qui nous paraissent très importants à observer, qui sont plus qualitatifs, mais qui sont la question de la maturité managériale. On voit bien que télétravailler, ça pose la question du lien, la question du collectif. Donc, il y a une animation ou un mode d'animation spécifique que doit porter le management qui est à mettre en place. Or, en même temps, les enquêtes que l'on lit en ce moment sur le vécu ou la façon dont on ressent cette nouvelle façon d'organiser le travail montre que le management, il n'est pas totalement convaincu a priori. Un dernier sondage fait par Malakoff-Médéric là au moment des phases de confinement montrait que sur 541 personnes, à peu près 55%, qui étaient 541 étaient que des managers, et bien 55% étaient convaincus. Donc il y en avait quand même encore un bon paquet qui méritait d'être convaincus ou on va dire améliorer ou rentrer dans cette pratique. Donc, ce point-là, et puis l'appétence des salariés. Donc là, on a encore, par cette expérimentation géante que nous venons de vivre, une vision où beaucoup de gens ont envie de continuer, mais on sait bien que pour certains, ça a été éprouvant, soit matériellement, soit parce qu'ils se sentaient isolés. Donc, il faut vérifier toujours jusqu'où on peut aller et jusqu'où tout le monde est prêt à aller dans cette dynamique. La question des métiers qu'on évoquait au début est un point toujours un peu technique. D'abord, parce que tous ne sont pas effectivement éligibles, en fait, de façon assez caricaturale. On pourrait dire que tous les métiers qui traitent de l'information le sont. Donc, ça veut dire que tous les métiers support vont bien sûr l'être, tous les métiers plutôt à forte autonomie, tous les métiers qui travaillent sur de la matière dématérialisable le seront. Et à l'inverse, tous les métiers qui seront sur une présence physique nécessaire sur site, sur une interaction avec le client physique obligatoire, auront plus de difficultés, bien sûr, à le mettre. Le petit schéma là, qui est tiré des différentes enquêtes tirées du ministère du Travail ou d'autres supports montre bien. On a évidemment les cadres commerciaux, les technico-commerciaux, les ingénieurs informaticiens sont principalement des fonctions qui se télétravaillent ou dématérialisent assez vite. C'est moins le cas de la personne qui vous sert votre café ou votre bière dans les hôtels ou dans les restaurants. C'est différent aussi pour la caissière devant l'alimentation. On l'a vu avec la crise du Covid. Donc, cette première question des métiers, elle doit être portée par l'entreprise. Donc, quelle méthode déployer ? Là, on ne peut pas forcément, ici, dans ce webinaire rapide, vous donner toute l'information, mais si on passe à la diapo suivante, on peut se poser une petite règle. D'abord, que c'est un raisonnement par emploi, parce que c'est au travers de l'analyse de l'emploi et de ses caractéristiques qu'on va pouvoir dire si oui, il est possible de faire du télétravail avec ce dernier ou pas. Toutes les tâches ne sont pas télétravaillables, entre guillemets, ou à travailler à distance. Donc, notre conseil, c'est de faire une analyse avec une approche plutôt critérielle, en se posant des questions, de savoir, par exemple, est-ce que les besoins de contrôle de l'activité sont forts ou faibles? Est-ce que les besoins de reporting sont forts ou faibles? Est-ce que les degrés d'interdépendance
avec les autres collègues et avec les autres services sont forts ou faibles pour l'exercice du métier? Est-ce qu'on a besoin d'accéder à des bases de données, par exemple, qui sont non dématérialisables, où il faut aller travailler sur place pour pouvoir voir la matière, des archivages physiques, par exemple? Est-ce qu'il faut avoir une machine près de soi ou est-ce qu'on peut évidemment travailler avec son ordi à distance? Et puis, autre critère, quel niveau de sécurité informatique, quel type de confidentialité dans les données on doit avoir par rapport à l'exercice qu'on fait. Si on fait ce genre d'analyse sur donc du multicritère, on va trouver une sorte de taux de compatibilité de l'emploi avec la situation de travail à distance. Et puis, on va aussi faire le tri entre des activités à l'intérieur de cet emploi qui sont effectivement télétravaillables facilement et d'autres qui doivent être faites sur site. Ce qui va nous donner une indication indirecte sur combien, si on peut les regrouper, ces activités à faire sur site, combien de temps on peut télétravailler et combien de temps on va avoir en présentiel sur site. Donc, une analyse assez longue, assez technique, mais qui doit être faite avec le management pour bien vérifier les choses et pouvoir ensuite, dans les accords ou dans les chartes, identifier le périmètre, on va dire, de la zone de télétravail de l'entreprise. Autre zoom qu'on peut faire dans cette partie-là, c'est sur la question de l'appétence des salariés. Toutes les démarches que nous avons pu conduire, et notamment dans cette phase de transition qu'on vit en ce moment entre les périodes de confinement où on a eu un télétravail intégral massif et puis la reprise où les entreprises se posent des questions et où on a envie de continuer, il y a une nécessité d'écouter ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé, les appétences, les attentes, les motivations de chacun. Les modalités ici sont assez simples. Le questionnaire en ligne fonctionne tout à fait bien, les gens sont tout à fait préparés, ou si on veut plus de qualitatif, des focus group. Mais l'idée, c'est de vérifier que, les bénéfices que David présentait tout à l'heure sont bien ressentis au niveau de la population de l'entreprise. Et d'autre part, est-ce qu'il y a des contraintes, par exemple, fortes? Est-ce que les gens ont une capacité à s'isoler chez eux? Est-ce qu'ils ont un espace de travail, on va dire, identifié? Est-ce que leurs enfants vivent avec eux, etc. Toutes ces choses-là qu'on a vues aussi pendant le confinement qui ont fait que le télétravail, parfois, a été un moment assez compliqué, assez éprouvant, parce qu'il y avait plusieurs choses à gérer simultanément. Donc, attentes, pratiques, limites, motivation et contraintes sont les éléments qu'on va aller chercher dans ces enquêtes qui vont nous donner une vision de jusqu'où l'on peut aller par rapport à la pratique et en tout cas dans sa continuité actuelle, jusqu'où il est possible de télétravailler encore intégralement ou de remonter à un système plus équilibré qui est, nous, notre approche plutôt ressentie. Donc, cette phase de cadrage, elle va déboucher derrière sur une question de mise en place. Alors, la mise en place, aujourd'hui, deux approches. Soit on continue à travailler le fond et puis à négocier un accord, et puis on mettra en place ultérieurement. Soit on fait de l'expérimentation. On a des clients, par exemple, aujourd'hui, qui expérimentent avant de faire un accord final, mais ils expérimentent en travaillant des choses. Qu'est-ce qu'ils vont travailler? Premier point, c'est le fameux cadre juridique. Donc, on a cette chance en France d'avoir une pratique du télétravail qui est encadrée par la loi. C'est spécifique à la France. On a depuis, on va dire, 2012, dans le Code du travail, par les lois Warsmann pour le privé et Sauvadet pour le public, des articles qui organisent comment le cadre juridique du télétravail. Bon, les lois Macron ont modifié, ont simplifié, ont rendu la chose plus facile, et donc on a un certain nombre d'éléments à prendre en compte. On a un deuxième élément à regarder, c'est que, on l'a vu, la pratique peut être à risque. David le disait tout à l'heure, il peut y avoir des risques d'isolement, il peut y avoir des risques autour de la non-déconnexion, où à un moment donné, vie privée, vie professionnelle se mélangent, puisqu'on est à la fois l'unité de temps et de lieu qu'on connaissait a disparu, le temps s'est fragmenté, le lieu s'est fragmenté, et le lieu est devenu votre vie et votre travail. Donc, il y a là à regarder s'il n'y a pas de dérive. Il y a les questions autour de la charge de travail. À distance, comment est-elle contrainte? Comment est-elle toujours dans le bon sens? Et il y a la question aussi des horaires de travail. Est-ce que les déconnexions se font bien? Et en tout cas, est-ce qu'on respecte bien le temps de travail? Car on est soumis en tant que télétravailleur aux règles du temps de travail classiques de l'entreprise. Donc, question de ces risques et question de la prise en compte de ces risques dans les outils qui sont faits pour ça, c'est-à-dire le DER, le document unique d'évaluation des risques, et puis quel type de prévention on peut mettre en place pour éviter toutes les dérives. Ces préventions peuvent être managériales ou plus classiques dans l'ordre des RPS
pour de la gestion des RPS dans l'entreprise pour pouvoir assurer ici un maximum de sécurité au travail. Ça peut être, comme on l'évoquait tout à l'heure, après des travaux techniques sur de refonte de certains process, ça peut être des travaux techniques sur le système informatique lui-même. Et enfin, un point qu'on voudra aborder, c'est toute la question du suivi des performances. La loi indique qu'il faut suivre le temps de travail, qu'il faut suivre la charge de travail, mais elle n'indique pas la question du suivi des performances. Et on voit d'ailleurs que dans souvent la réticence managériale que j'évoquais tout à l'heure, cette question peut être posée. Comment négocier le cadre juridique? Qu'est-ce qu'on peut y mettre dedans? On voit que le chat montrait que certains d'entre vous sont déjà dans cette phase-là, ou ont déjà mis des choses en place. Donc, les lois que j'ai citées tout à l'heure, et la loi Macron l'a reprécisé, il faut annoncer un certain nombre de choses. D'abord, on a un choix. On privilégiera dans la loi l'accord collectif ou à défaut la charte, et à défaut un accord individuel entre le salarié et l'entreprise. Ça, c'est les modalités que la loi nous donne. Les dernières, le lien entre le salarié et l'entreprise, s'il n'y a pas d'accord collectif, peut prendre aujourd'hui une forme ouverte. Elle n'est pas précisée par la loi. Avant les lois Macron, c'était un avenant au contrat de travail. Aujourd'hui, ce n'est plus forcément ça. Ça peut être une lettre écrite. En tout cas, l'idée qui est derrière ça, c'est qu'il faut y avoir des règles claires et formalisées. Et que ce soit dans la charte ou dans les accords, ce que la loi nous demande de préciser, c'est effectivement le périmètre, parce que là, le télétravailleur va pouvoir faire jouer un certain nombre de droits. S'il est éligible, il va pouvoir demander à bénéficier de la situation de télétravailleur. Son employeur devra, à ce moment-là, s'il n'est pas d'accord, motiver par écrit sa réponse. S'il n'est pas d'accord que son employeur lui demande de télétravailler, il ne sera pas sanctionné particulièrement pour cela, par exemple. Et toutes les questions d'accident du travail seront prises en charge, qu'on soit présentiel ou en distanciel. Il n'y a pas de différence grâce à ce cadre légal posé. Mais au-delà de ça, on doit avoir dans ces accords ou dans ces chartes donc le périmètre de qui est concerné par le télétravail, des plages horaires dans lesquelles on va pouvoir être contacté par l'employeur, et ce qui donne en même temps un cadre pour le temps de travail, de tout ce qu'on mettra en place pour contrôler le temps de travail en termes de régulation, et y compris de contrôle de la charge de travail, et puis comment on passe au télétravail et comment on peut en revenir, puisque notre droit français fait que le télétravail, c'est une pratique volontariste et réversible. On peut faire marche arrière, que ce soit l'entreprise ou que ce soit le salarié. Donc là, il y a des questions à clarifier, et donc faire apparaître tout ça dans un accord ou une charte, c'est aujourd'hui la voie la plus pertinente pour aborder les choses. Ce que l'on voit en ce moment, c'est que certains refont des accords et renégocient des accords immédiatement, et d'autres font plutôt une expérimentation et vont réactualiser un accord ou re-signer un accord ultérieurement. Autre point qui nous paraissait intéressant de zoomer ici, c'est toute la question du contrôle des performances. Alors, il est clair que le télétravail, c'est une pratique qui s'appuie sur la confiance, c'est du management par la confiance, puisqu'on est plus à distance, on a plus d'autonomie, on a moins de contrôle a priori. Donc, on va retrouver cette question de comment savoir si le télétravailleur est efficient tout le temps, s'il n'y a pas de dérive potentielle, tant dans sa charge que dans son efficacité. On va retrouver ici des questions claires, c'est qu'un télétravailleur doit avoir une fiche de poste bien remplie, des objectifs clarifiés et des indicateurs de résultats connus, et un mode de feedback qu'il faut là aussi rendre le plus transparent possible. Dans ces modes de feedback ou dans ces modes de suivi, on en voit ici un certain nombre proposés. Le premier d'entre eux est bien sûr le suivi managérial, parce que ça reste la règle, il faut le réinventer, Thierry va nous en parler après, mais il reste fondamental. Après, on a des outils complémentaires qui viennent se mettre en place, comme l'autodéclaration. Il y a beaucoup d'autodéclarations autour des temps de travail, autour des charges même, et puis plus nouveau et plus, on va dire, touchy à mettre en place, tout ce qui peut être contrôle à distance, puisqu'il y a beaucoup de systèmes techniques qui aujourd'hui permettent un monitoring, que ce soit par géolocalisation, par analyse des flux d'informations traitées, ou par même, on va dire, mouvement de la caméra, on est capable de savoir si la personne fonctionne ou pas en télétravail. Donc il y a toutes ces questions à regarder, mais en tout cas, il y a une possibilité. Et puis enfin, il y a toute la question
du suivi dans le temps de cette appétence du salarié qu'on évoquait ou des contraintes qui pourraient lui arriver avec la logique des baromètres qui pourraient plus cibler cette histoire du temps de travail et de la façon dont il est vécu à distance. Bon, la question est, comme toujours, de trouver un équilibre entre ces quatre composantes pour qu'on ait à la fois un feedback individualisé et collectif sur le travail réalisé à distance et que, on va dire, la formule soit tout aussi considérée comme efficiente que celle qui est de venir travailler 5 jours sur 5 au bureau à Paris. Merci Eric. Et justement, juste une dernière question avant de passer le relais à Thierry sur la partie formation. Avec ton expérience et les semaines passées auprès de tes clients, quel est cet équilibre que tu constates entre jours télétravaillés et jours présentiels? Est-ce qu'il y a déjà des remontées dans les sondages, dans les accords? Oui, il y a des remontées dans les sondages qui fait que l'équilibre maximum que paraît souhaitable, c'est 3 jours semaine télétravaillés et 2 jours, on va dire, présence sur site. Et moi, les entreprises que j'ai pu voir font des formules parfois à trois formules proposées, un peu comme au choix ou en fonction de la compatibilité du métier. Soit c'est 1 jour, soit c'est 2 jours, soit c'est 3 jours. Mais je n'ai pas vu en ce moment plus de 3 jours. On est en train de glisser d'un full remote qui était obligatoire lié au confinement à quelque chose de plus équilibré et qui peut être un peu différencié selon la nature du métier. Très bien. Merci Eric. Alors, on a vu au début qu'un troisième enjeu fort, c'est finalement l'accompagnement du changement, la dimension managériale et humaine. Et pour ça, je te passe la parole, Thierry. Tu vas nous parler maintenant de cet enjeu de la formation des managers et de leurs équipes. Et puis, peut-être que tu peux nous illustrer finalement, mais pourquoi former au télétravail? Puisque les personnes l'ont vécu, elles sont certainement formées, elles ont les compétences. Donc, si tu peux nous illustrer ces éléments-là avec des choses concrètes à nous partager. Merci Thierry. Merci. Alors, effectivement, les personnes l'ont vécu, mais on l'a dit tout à l'heure, dans des conditions qui étaient quand même très particulières. Les personnes l'ont subi, alors on s'y adaptait, on a bricolé un petit peu ce qu'on pouvait en télétravail au démarrage. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est assez amusant de voir comment les difficultés des départs se sont estompées avec la pratique. Les télétravailleurs ont trouvé un lieu, les télétravailleurs ont trouvé des plages horaires, mais tout ça, c'était, j'ai envie de dire, dans une période particulièrement dégradée pour le télétravail. Et donc, l'idée, c'est de répondre à ces questions-là. Vous avez quelques éléments sur les diapositives suivantes qui nous permettent de s'interroger d'abord sur effectivement pourquoi le télétravail, mais aussi les dispositifs à mettre en place pour que ça puisse fonctionner. Et je vais rapidement vous illustrer des exemples de formations qu'on a développées, de parcours en fait qu'on a développés pour aider d'une part les managers et d'autre part les collaborateurs. Parce qu'un point qui est essentiel, c'est que si on veut développer des nouvelles habiletés, il faut les développer pour les managers, mais il faut également les développer pour les salariés qui sont en télétravail. Si je devais rebondir, je reprendrais ce qu'on a dit tout à l'heure sur le fait qu'il y avait une forte appétence des collaborateurs globalement pour le télétravail et notamment sur le développement de l'autonomie. Quand on est formateur en management, l'autonomie, ça nous fait tout de suite réagir parce que ça ne se décrète pas, ça se met en place. Il faut regarder d'une part le niveau de compétence, de savoir-faire, de savoir-être, bien sûr, mais aussi le niveau d'implication. Et on sait qu'en télétravail, c'est une préoccupation importante, cette implication. Je rejoins la question d'Audrey tout à l'heure sur le sentiment d'appartenance, comment le développer, puis également Armand qui nous demande comment faire adhérer. Ça sont des préoccupations qui doivent être essentielles dans la recherche justement de la bonne formation au télétravail. Alors, là aussi, les comportements les managériels ont beaucoup évolué. On a beaucoup de multi-déséquilibres. C'est ce qu'on illustre avec la diapo suivante. Pardon, je n'ai pas la main sur le diaporama. Merci beaucoup. Donc, beaucoup de déséquilibres. On a cette notion entre le distanciel et le présentiel. Donc, voilà, comment on fait? Est-ce que je m'occupe de la même manière de mes équipes quand elles sont à distance, quand elles sont en présence? Cette problématique du collectif, cette problématique des changements de temps. Eric qui faisait allusion tout à l'heure. On doit fonctionner à la fois sur des aspects opérationnels, mais aussi sur des aspects réflectifs. On sait depuis longtemps que tout ce qui est de l'ordre des aspects, on pourrait dire, productifs et opérationnels se font plutôt mieux en termes de productivité, justement, quand on est en télétravail. Par contre, tout ce qui est de l'ordre de l'échange, de la construction, de la réflexion sur l'avenir, c'est plus difficile quand on est à distance. Donc, voilà, ce sont les points sur lesquels
les entreprises doivent s'interroger et doivent mettre en place justement cet accompagnement pour complètement repenser le management. On ne peut pas se contenter de prendre les méthodes qui marchaient bien hier pour les digitaliser simplement. On a testé un peu ça au début du confinement, mais ça fonctionne pas. Voilà. On va presque dire que c'était presque plus facile de manager la nouvelle génération il y a quelques temps. Hein, on faisait des formations importantes là, comment s'adapter à la nouvelle génération. Aujourd'hui, finalement, la nouvelle génération, c'était pas si compliqué que ça à manager quand on voit les difficultés qu'on peut rencontrer, en tout cas les domaines dans lesquels on doit s'adapter en télétravail. Alors, si on veut regarder de plus près un peu ces nouvelles compétences, hein, pourquoi il faut effectivement mettre en place ces changements-là, hein, très clairement. On a vu, donc je le disais, que des habitudes ont été prises, parfois des bonnes habitudes, mais parfois pas toujours des bonnes habitudes. Hein. On a vu, hein, quasiment tout le monde est en télétravail aujourd'hui. On est tous conscients des mauvaises habitudes dans lesquelles on peut tomber. Et donc, il faut effectivement s'adapter à ces changements. L'environnement a changé, les collaborateurs ont changé, les managers ont changé, le changement a changé. Il faut vraiment développer ces nouvelles compétences. Et les points essentiels, c'est évidemment la formation aux outils numériques, mais aussi aux postures et aux soft skills. Et on peut toujours illustrer ça avec cette remarque qui a été notée dans pas mal d'études, c'est qu'on a 40 à 50% des télétravailleurs qui développent déjà, j'ai envie de dire, une mauvaise QVT, une mauvaise qualité de vie au télétravail. Donc ça veut dire que le manager, demain, dans ses formations, s'il veut continuer à développer le sentiment d'appartenance, et s'il veut fédérer son équipe, va devoir prendre en charge cette dimension. Ce n'est pas une nouvelle dimension, évidemment. On est tous conscients qu'il faut travailler ces éléments-là en management, cette notion de relation, de lien social, mais évidemment, elle aura beaucoup plus d'importance pour les personnes qui sont en télétravail. Alors, on a essayé de recenser rapidement les nouvelles compétences les mieux adaptées au télétravail. Celles qui vous sont présentées là, elles le sont à la fois pour les salariés et les collaborateurs, les collaborateurs et les managers. Globalement, pour l'ensemble des salariés, ce qui est important, c'est d'avoir un bon socle numérique, hein, on vient de le dire. Si je dois en citer des plus marquantes, la notion de comprendre son organisation, de bien se connaître, d'être en capacité peut-être de résoudre des problèmes plus complexes. Ça, c'est très important quand on est en télétravail, c'est d'identifier les personnes ressources, organiser sa journée, et puis de manière plus globale, pour l'ensemble des salariés, c'est cette capacité d'adaptation qu'il va falloir développer. Certains vont l'avoir, hein, on a des profils qui sont plus ou moins souples, mais ce sera maintenant obligatoire si on veut travailler en télétravail, pouvoir jongler en distance, en présence. Pour les managers, évidemment, le socle numérique est important, mais on va dire que, et là aussi c'est pour répondre aux questions de tout à l'heure, une de ses préoccupations va être de maintenir les liens, hein, entre lui et ses équipes, mais aussi entre les différents membres de l'équipe, de développer, de continuer à entretenir l'esprit d'équipe. Eric qui faisait allusion tout à l'heure, déléguer, contrôler, répartir les tâches, tout ça c'est très important. Et puis bien sûr, hein, avoir cette capacité à détecter les salariés en difficulté qu'on peut rencontrer. Si on veut continuer à développer le sentiment d'appartenance, il faut permettre en fait aux managers de continuer à utiliser ce qu'on appellera toujours, j'espère, les temps faibles quand on était en entreprise, hein, dans les couloirs, la machine à café, où on peut être dans des relations plus intimes et plus de liens sociaux avec ses équipes. Et donc ça, il va falloir, en tout cas, ne pas les louper quand les collaborateurs sont présents et continuer à l'activer quand les collaborateurs seront à distance. Et on peut, par exemple, déterminer une sorte en tout cas dans les premières semaines de retour, hein, si on peut encore utiliser ces termes-là en entreprise, une sorte de sas, un peu de décompression, hein, la catharsis qui se met en place. Ça vaut le coup de laisser parler vos équipes pour qu'elles puissent bien expliquer comment elles ont vécu les choses et comment elles veulent vivre les choses pour demain. Hein, plus on aura co-construit ensemble les chartes et les organisations, plus ce sera facile de développer le télétravail. Et puis, on sait que la formation simple, ça suffit pas. Hein,
donc on vient de dire qu'il fallait définir ensemble les accords, rappeler les règles, ou même parfois pas rappeler les règles, en tout cas expliquer les règles de fonctionnement et les règles légales, bien évidemment. Le suivi managérial auquel faisait allusion Eric, c'est important de suivre d'encore plus près les évolutions, pourquoi pas des compétences des collaborateurs et puis toute cette transformation. Donc ça, c'est essentiel. Hein. Les entretiens annuels doivent probablement être plus courts que simplement sur un an pour qu'on puisse être au plus près de nos collaborateurs. Évidemment, adapter une pédagogie, notamment en fonctionnement en asynchrone. Hein. On aura peut-être encore des gens qui seront en salle de formation, mais on aura beaucoup de personnes qui profiteront d'être à distance pour être formés à distance. Et il faudra qu'on soit extrêmement congruent dans la manière dont on pilote ces formations, cette montée en compétences. Et donc, par exemple, intégrer des modes asynchrones dans les formations. Et puis, autre facteur de succès qui paraît évident, c'est que l'animateur de formation, il était déjà multicasquette, mais il doit évidemment maîtriser le fond du sujet, la pédagogie participative interactive, et puis la technologie, les outils collaboratifs et interactifs. Ce sera là aussi important de générer tout ça. Alors, on a bâti un certain nombre de formations. Deux exemples, une formation peut-être pour les managers et une formation pour les collaborateurs. Alors, quand on dit formation, ce sont des parcours, hein, ce sont des modules, des ateliers qu'on peut travailler. On a un exemple sur 4 demi-journées avec des éléments qui sont en intercession, mais qui permet de stabiliser un certain nombre de choses pour le manager. Donc, un premier module sur organiser son travail en équipe, dans lequel on va poser les cadres, parler des conditions de réussite, parler de ces principes de confiance, hein, de volontariat, de réversibilité qu'il faut mettre en place. Un deuxième module sur le management de son équipe à distance, où on va en particulier travailler à cet endroit-là les notions qui correspondent à la prise de conscience, on pourrait dire, de l'importance du travail à distance. On va évaluer la charge de travail, on va repérer les craintes. On va aussi, pourquoi pas, rappeler l'utilisation des outils numériques. Un troisième module sur la définition des objectifs à suivre. Alors là aussi, hein, piloter un objectif à distance, c'est pas comme piloter un objectif en présence. Donc voilà, quelle formalisation on met en place, quelle construction, quelle feuille de route on construit pour réussir la mise en place du télétravail dans un troisième module. Et puis le quatrième module qui est extrêmement important et qui correspond aussi à cette notion d'appartenance, de lien social, c'est bien connaître les différentes manifestations des détresses psychologiques, savoir comment réagir, identifier ses propres limites et identifier les limites de ses collaborateurs à distance. Comment mobiliser les ressources également pour faire face à tout ça. On est sur ce qui concerne le lien social dont je parlais tout à l'heure. Et le lien social, c'est le dada de Pascal Pic, hein, le paléo-anthropologue, qui fait un parallèle entre l'évolution des grands singes et l'évolution des relations dans l'entreprise. Et j'aimerais bien demander à Pascal comment les grands singes fonctionnaient en télétravail. En tout cas, c'est bien ceux qui allaient s'épouiller de tribu en tribu, qui réagissaient le mieux et qui arrivaient à se développer. Et donc, il faudrait que nos collaborateurs, nos équipes continuent à s'épouiller en distance ou en présence. David, je te vois apparaître. Est-ce que tu veux me poser une question? Non, je voulais juste nous dire qu'il nous reste peu de temps, mon cher Thierry, si on peut effectivement aborder les deux derniers sujets et on échangera, si on peut, avec les quelques participants qui peuvent nous accorder 10 minutes de plus. Voilà. Oui, alors je vais aller très vite. Hein. C'est un exemple de formation pour les managers. On a un exemple de formation pour les télétravailleurs, si on peut dire, hein, qui s'appelle Télétravailler efficacement. Voilà, très clairement, c'est quoi le télétravail? Qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce qu'on n'y fait pas? Le fonctionnement des outils numériques et puis des bases pour s'organiser en télétravail. Voilà, on s'approprie ce qu'on appelle, nous, les 13 commandements du télétravail. Je ne vais pas vous les citer, évidemment, mais ce sont tous les principes qu'on met en place, de la routine, de l'organisation physique, de la préparation de l'agenda, de l'organisation, pourquoi pas, de la famille, et puis, bien sûr, la gestion des priorités, le rythme, solliciter soi, et puis l'importance de bien gérer cet aller-retour entre les entreprises et le lieu de télétravail. Merci Thierry. Alors, on arrive quasiment au terme de notre webinaire. Donc, je remercie à nouveau Eric, l'homme,
directeur associé en charge des activités ressources humaines, et à Thierry Alaès, notre directeur de projet en charge des sujets management et expert du management du télétravail. Peut-être pour conclure, on souhaitait vous rappeler finalement nos convictions du début, c'est-à-dire la mise en place du télétravail, ce n'est pas qu'une affaire de technique digitale, c'est un projet global, on l'a dit, à la fois économique, social, organisationnel et humain. C'est aussi l'intégration d'un télétravail dans un système équilibré, avec le nombre de jours télétravaillés par semaine, avec ce sujet de la délégation, du contrôle, de l'animation collective et de ces équilibres vie privée, vie personnelle. Et puis, c'est aussi et surtout, vous l'avez compris avec Thierry, l'accompagnement au changement, le développement de ses postures, de ses compétences, de ses règles du jeu au travers de formations sous toutes leurs formes, sous toutes ses formes. Peut-être pour conclure, et puis on prendra des réponses, des questions dans le chat. Eric, Thierry, en une phrase, qu'est-ce que vous avez envie de partager tous les deux, puis on demandera un mot pour conclure à nos participants. Je reprendrai l'idée du projet global. Hein. Je pense que c'est ça qui moi, me paraît important de garder en tête. C'est pas, comme tu l'as dit, un projet de technique digitale. D'ailleurs, la crise l'a montré, le digital, c'est pas un problème. Hein. On s'y adapte assez vite. Par contre, toutes les autres dimensions que nous avons vues sont à travailler. Thierry ? Et moi, je dirais vigilance, hein, loin des yeux, loin du cœur. Donc, le manager, il a un rôle essentiel dans la notion d'esprit d'équipe. Et donc, ne soyez pas un manager virtuel, soyez avec vos collaborateurs, même s'ils sont loin de vous. Alors, peut-être juste pour celles et ceux qui sont encore avec nous, il nous reste quelques minutes si vous le souhaitez. Est-ce que vous auriez des questions complémentaires ? Eric, Thierry, je crois qu'il y avait des questions qui avaient été abordées tout à l'heure. J'espère qu'on a pu y apporter des éléments de réponse dans un temps qui est quand même très court. On a parlé d'équilibre sur les jours présentiels, on a parlé de management. Est-ce que vous auriez d'autres questions ou éventuellement même un mot de conclusion en tant que participant? N'hésitez pas. Et nous terminerons ce webinaire d'ici quelques minutes. Alors, je crois on avait des questions aussi sur l'adhésion de tous les managers au dispositif. Donc, Thierry, je pense que tu en as parlé tout à l'heure. C'est vraiment les intégrer par des dispositifs de type forum. Et puis, Eric en a parlé aussi, c'est les intégrer dès le début dans le dispositif et dans les outils de type questionnaire en ligne, focus group également, sur les retours d'expérience. Bien. Écoutez, je crois qu'on va pouvoir s'arrêter là parce qu'on n'a pas de questions pour l'instant. Juste un mot pour conclure pour les participants, si vous le souhaitez. Écoutez, je crois qu'on a un mot, c'est merci. Alors, merci à vous toutes et à vous tous. Merci Eric encore une fois. Merci Eric. Merci à nos deux collègues Stéphanie Rodriguez et Bertrand Samé qui nous ont aidés à concevoir ce webinaire. Nous vous adresserons le replay, bien évidemment, ainsi que l'ensemble des diapositives présentées qui, j'espère, vous seront utiles. Et puis, nous sommes à votre disposition, bien évidemment, pour échanger, partager sur vos préoccupations. Merci à toutes et à tous. Bon après-midi, bon déjeuner, bon télédéjeuner pour certains et à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.